Merci beaucoup François. Comment organiser le vivre ensemble dans l'entreprise? C'est une question toute simple, presque une évidence. Le vivre ensemble passe forcément par l'entreprise où nous passons globalement un tiers de notre temps sur un jour classique. Je parle bien sûr des actifs. Faire société, vivre ensemble, il en est beaucoup question. Mais au-delà de ce souhait, de cette volonté, de cette ambition, comment tout cela s'organise-t-il dans l'entreprise? Y a-t-il une perception, une attente, une vision différente suivant la tranche d'âge à laquelle on appartient? Est-ce avant tout la question du sens au travail qui est posée? Le Covid et la crise sanitaire ont-ils changé de fond en comble la donne de l'organisation du travail en entreprise? Le vivre ensemble est-il comparable selon que l'on se trouve dans une petite structure, une PME, une ETI ou un grand groupe? C'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant avec les témoignages de nos trois invités. François Morinière a commencé de vous présenter, mais donc tout d'abord Isor de Zélicourt, bonjour, merci d'être avec nous, diplômé de la London School of Economics, d'HEC Paris aussi, et d'un master bien sûr également d'une grande école du côté de Saint-Pétersbourg. Vous êtes trilingue, un début de carrière comme conseil en stratégie chez Roland Berger, pour tout ce qui est secteur de la culture. Vous rejoignez ensuite Pigment, dernière licorne française, une start-up en plein lancement à l'époque, dont vous prenez la direction, participant à sa structuration et sa croissance rapide. Et vous dirigez aujourd'hui, cela a été dit, donc le Fonds du bien commun, une organisation engagée aux côtés de projets porteurs de sens et visant à une transformation sociétale. Vous êtes très engagé aussi auprès des jeunes à travers des actions au sein d'aumôneries ou de patronage. À vos côtés, donc, Jacques-Olivier Abitboul, bonjour et merci d'être avec nous. Passionné par l'entreprise familiale, créée en 1976, Jacques-Olivier Abitboul, vous effectuez très tôt des stages à tous les postes de l'organisation. À 20 ans après l'obtention de votre DUT, vous intégrez l'entreprise, vous en devenez le président en 1997 et vous rachetez JJA en 1998. À ce jour, le groupe JJA, ce sont 4 marques majeures, dont Atmosphera, cette plateforme logistique, et vous vous appuyez sur 2400 collaborateurs. Au fil de son évolution, JJA s'est rapproché d'entreprises familiales qui partagent le même ADN, proposer aux distributeurs et aux consommateurs des produits de l'équipement et de la décoration de la maison au meilleur rapport prix, qualité, tendance. C'est ainsi qu'est né donc le groupe JJA. Et puis à vos côtés, Géry Nock, vous êtes diplômé de l'ESSEC. Vous dites souvent américain d'Europe. Vous avez eu pendant près de 30 ans le souci de connecter harmonieusement et efficacement culture anglo-saxonne et européenne, comme financier d'entreprise, comme dirigeant, comme entrepreneur, au sein de groupes internationaux, PwC, Monsanto, qu'a évoqué François, ou d'entreprises de taille intermédiaire dans le cadre de LBO. Vous êtes animé par le plaisir de construire et vous avez choisi donc de rejoindre Oasis en 2006 au sein de son équipe fondatrice pour aider les dirigeants à devenir les acteurs de leur propre devenir. Je vais commencer avec vous, Isor de Zélicourt. Pour vous, le plus important, c'est la question du sens au travail, qui est au-dessus de tout. Quel sens je donne à mon travail? Une question qui se pose à chacun et aux dirigeants d'entreprise, bien sûr, qui fédèrent l'ensemble de son équipe. Exactement. Je pense que la question du sens, elle est importante pour tout le monde. On le voit beaucoup sur les salons étudiants, quand on parle aux étudiants qu'on aimerait recruter. On le voit quand on parle à des futurs recrues, quand on parle à des associations avec qui on travaille, des entreprises qu'on aimerait financer. C'est un sujet important et aujourd'hui on le voit quand un jeune lance une start-up, la première question qui se pose c'est quelle est ma mission et quelle mission est-ce que je vais vendre demain? On ne vend plus un produit, on vend une mission et donc le sens est très important. Au fond du bien commun, pour ceux qui ne connaissent pas, la question du sens est encore plus présente. Le Fonds du bien commun investit presque 100 millions d'euros chaque année pour financer des projets qui ont vocation à transformer la société. Et l'objectif qu'on s'est donné est à 2050. Donc la question du sens est à la fois lourde et longue. Et en fait, on se rend compte que la question du sens de l'entreprise n'est pas suffisante. Aujourd'hui, se projeter à 2050 pour un salarié du Fonds du bien commun, c'est très difficile. Et donc on se rend compte qu'il y a une double question. C'est moi en tant que salarié, comment est-ce que je trouve mon sens? Comment est-ce que j'aide mon équipe? Comment est-ce que j'aide mes clients? Comment est-ce que j'aide mes partenaires? Comment est-ce que j'impacte mon entreprise? Et comment est-ce que moi, mon succès personnel peut aussi être valorisé? En tant que manager, en tant que recruteur, c'est vraiment important de comprendre le sens profond de la mission de l'entreprise et le sens que chacun va trouver dans son métier au quotidien pour pouvoir réconcilier ces deux éléments et vraiment vivre ensemble avec chacun sa vision du sens au quotidien pour rester motivé et engagé dans la mission de l'entreprise. Alors on sait que les nouveaux modes de travail ne sont plus forcément ceux d'hier. Le télétravail
a pris une place importante. Si on n'est plus toujours présent physiquement dans l'entreprise, on peut dire qu'on est connecté en permanence. On parle beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'avec une entreprise, j'ai envie de dire, plus morcelée, plus éparpillée, on peut encore parler de vivre ensemble, ou est-ce que c'est en quelque sorte un vivre ensemble intermittent? Alors je pense que, en tout cas pour moi, j'étais encore ce matin dans le taxi, encore au téléphone pendant qu'on arrivait ici. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai l'impression d'être tout le temps en train de devoir répondre à un WhatsApp, à un téléphone, à un email, à une conférence en visio, et qu'on est appelé à être tout le temps connecté, tout le temps disponible. La contrepartie de ça, ce que je vois en tout cas en start-up et dans une entreprise comme le Fonds du bien commun, c'est que nos employeurs nous laissent être à distance, comptent sur nous pour être efficaces, mais je peux être chez moi en visio, je peux être à la campagne parce que j'ai quelque chose à y faire, tant que je reste engagé. Donc moi, vivre ensemble, ça ne veut pas dire vivre au même endroit, au même moment, de la même manière. Ça veut dire s'assurer que tout le monde travaille pour le même objectif de la bonne manière et qu'on arrive quand même, en tant qu'entreprise, à célébrer ensemble les moments forts, les victoires, les échecs. Et pour ça, ça implique de vraiment réfléchir aux rituels qu'on met en place, aux outils qu'on met en place, et comment est-ce que ces méthodes répondent aux besoins très spécifiques, non pas d'une entreprise, mais de nos salariés. Par exemple, je reprends l'exemple du Fonds du bien commun. La majorité de nos salariés, on est 35, 90% des salariés ont entre 30 et 35 ans. Ils ont tous des enfants. Et on ne peut pas organiser de soirées après le bureau ou de séminaires où on reste plus d'une nuit, c'est trop compliqué à gérer. La solution qu'on a adoptée, c'est de se dire, nous, tous les mardis, on déjeune ensemble, et le mardi, c'est le jour obligatoire. Donc on passe 2 heures ensemble, tous les mardis, à table pour déjeuner. C'est un rituel qui n'est pas forcément commun. Dans la Startup Nation, c'est plutôt les bières après le bureau. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc on a réfléchi à nos rituels qui viennent compenser cette vie un peu morcelée et à distance, comme vous pouvez le citer. Et alors cet équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce qu'on arrive à l'assurer Alors, je pense que quand on est bien dans son travail et qu'on a confiance de notre employeur, de notre manager, déjà ça participe beaucoup à cet équilibre. Nous, au Fonds du bien commun, on a choisi de vraiment participer à la vie de nos salariés. Ils sont tous parents, ils ont tous des enfants. Et ben, on a mis l'accent sur les politiques de congés parentaux, de congés maternité, de congés, plus de congés pour les parents, des primes de naissance, des primes de scolarité, pour vraiment les accompagner dans leur projet de vie. On a complètement fait une croix sur le baby-foot, la bière après le bureau et les sorties un peu détentes. On met le paquet sur ce qui convient aujourd'hui pour nos salariés. Et alors, avec des entreprises qui évoluent en permanence, comment fait-on pour s'adapter ? Alors effectivement, je pense que les entreprises évoluent en permanence, et pas tant les entreprises que les salariés et la nouvelle génération de salariés qui va arriver sur le marché du travail. Je crois que je vous disais, quand on échangeait, qu'en 2030, 75% des salariés seront des personnes qui seront nées entre 1980 et 2000. C'est quand même un vrai changement dans les cultures d'entreprise. Et je pense que la clé pour réussir à les engager et à transformer l'entreprise, c'est vraiment l'écoute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont mises en place dans les entreprises pour prendre un peu le pouls des salariés. Donc, tous les mois, on envoie un questionnaire aux salariés pour savoir est-ce qu'ils comprennent bien la mission, est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur équipe, est-ce qu'ils sont à l'aise avec leurs clients, est-ce qu'ils sont à l'aise avec leurs projets. Et ça nous permet de déceler très rapidement les changements dans ce que veulent les salariés. Aujourd'hui, si on veut retenir des salariés, on sait qu'ils peuvent partir du jour au lendemain parce qu'une entreprise à côté va leur offrir un salaire supérieur ou une vision du sens qui leur paraîtra meilleure. La seule manière pour nous adapter, c'est de les écouter et de rester très flexibles. Peut-être que dans 10 ans, les salariés du Fonds du bien commun n'auront plus ces problématiques de parentalité et qu'il faudra réfléchir à une autre manière de les garder engagés. Et ce sera à nous, en tant que dirigeants, de répondre à leurs attentes si on veut les garder. C'est cette notion de l'entreprise évolutive à laquelle vous tenez beaucoup ? Exactement, je pense que vraiment l'entreprise est évolutive et je le vois vraiment dans le monde des startups. C'était pareil chez Pigment. Une entreprise qu'on rejoint n'est pas la même 6 mois après, n'est pas la même 18 mois après. Les effectifs ont doublé, parfois triplé, parfois quadruplé. On a ouvert dans différents pays. L'entreprise, si elle veut résister à la compétition et garder vraiment ses meilleurs talents, elle doit être évolutive et vraiment écouter ses salariés. Très bien, merci beaucoup. On va passer à vous, Jacques-Olivier Abitboul. Avant d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez beaucoup bourlingué, vous avez passé du temps en Chine, l'entreprise est passée d'une petite structure, celle de votre père et de votre mère, à un groupe aujourd'hui. Pour vous, le vivre ensemble, c'est déjà le cadre de vie, vous m'avez dit, dans lequel on évolue, le siège d'une entreprise, le vôtre en l'occurrence, c'est primordial.
Oui, absolument. Le lieu de l'entreprise, pour nous, alors d'abord, on est dans l'univers de l'équipement de la maison et de la décoration. Donc évidemment, le lieu dans lequel on gravite a beaucoup d'importance. C'est vrai également que depuis l'origine, on a toujours mis un point d'honneur à ce que le lieu soit agréable à la fois pour les collaborateurs et pour toutes les parties prenantes qu'on reçoit, puisque bien sûr, tous nos clients sont principalement des réseaux de distribution, puisqu'on a une entreprise B2B, et donc ils viennent nous visiter et on a plaisir à les accueillir avec voilà, les choses les plus belles. Et que ce soit le premier siège qu'on a eu, qui était à Aubervilliers, qui faisait à peu près 200 mètres carrés, jusqu'au siège qu'on a réussi à construire il y a quelques années, puisqu'il y a 3 ans, donc on a construit un campus, on peut dire, d'une trentaine de milliers de mètres carrés à Gonesse, dans lequel, du coup, on a eu plaisir à construire un lieu d'abord tourné vers les salariés. On n'avait pas encore dans le viseur l'épisode Covid et donc tout le télétravail qui allait arriver, mais on avait d'une certaine manière déjà un peu anticipé la nécessité de remettre au centre le collaboratif dans le vivre ensemble. Et donc le lieu est vraiment construit ainsi, c'est-à-dire qu'on a d'un côté tous les open space évidemment qui favorisent le travail individuel, mais surtout on a plus de 60% de la surface des bureaux qui sont consacrés à des lieux de partage. Ça peut être autour d'un café, d'une tisanière, de petites ou de moyennes salles de réunion, tout ce qui va inciter à réduire le nombre d'emails qu'on trouve évidemment un peu destructeur du collaboratif. Donc le lieu en ce sens a eu beaucoup d'importance. Et puis il y a l'autre facette donc, de ce lieu, puisqu'on a 15 000 mètres de showroom dans lesquels on expose l'intégralité de nos collections. Et ce sont aussi dans ces lieux, donc bien sûr qu'on reçoit nos clients, on fait toutes nos soirées clients, nos soirées avec les équipes et on met beaucoup d'importance. Alors, il n'y a pas le côté forcément bière post-work, mais on met beaucoup d'importance aux soirées et à toute l'animation qu'on fait à la fois avec nos collaborateurs, qui pour nous est déjà le premier terrain du vivre ensemble et de la fierté des collaborateurs, d'intégrer un lieu qui se veut le plus majestueux possible. Alors, ce qui compte le plus, m'avez-vous dit ensuite, c'est le projet d'entreprise de l'entreprise. C'est véritablement le ciment de toute l'entreprise. Oui, absolument, parce que au final, l'entreprise reste quand même un lieu privé. L'entreprise n'est pas une démocratie. On doit partager ce lieu avec tous les collaborateurs qui, à un moment donné, ont envie d'emprunter la même vision, la même ambition. Mais je pense que le rôle d'un dirigeant aujourd'hui, c'est d'expliquer clairement quel est le projet de l'entreprise, quelle est sa raison d'être, quelle est son ambition, quels sont ses axes stratégiques pour que tout le monde soit capable de décider s'il a envie d'embarquer dans l'aventure ou pas. Et ce projet d'entreprise, vous l'avez élaboré, vous l'avez défini, vous l'avez construit comment seul, avec l'encadrement, en associant d'une certaine façon tout le personnel? Comment ça se passe? Ça ne se construit jamais seul. Ça se construit forcément avec toutes les équipes et on évolue au fur et à mesure. Au départ, il y a quand même une vision. Il y a la vision de ce qu'on veut atteindre sur le marché, la vision d'abord de la manière dont on pense que le marché va évoluer, en l'occurrence notre marché de l'ameublement et de la décoration, qui est un marché qui est quand même très challengé par différentes plateformes. Et donc on doit d'abord poser une vision, ça c'est quand même le rôle de l'actionnaire et du dirigeant. J'ai la chance d'être les deux à la fois, mais évidemment ensuite on la partage, on la challenge avec l'ensemble des strates de management de l'entreprise. Et on doit s'assurer évidemment qu'ils y sont pleinement investis, qu'ils sont parfaitement d'accord avec le projet. Et justement, ce projet, si vous deviez le définir en une phrase, vous diriez quoi? Nous, on avait vraiment la volonté de démocratiser le beau. Voilà. Notre volonté, c'était de dire qu'aujourd'hui, en matière de décoration, on n'est absolument pas obligé de payer des fortunes pour pouvoir avoir un beau produit qualitatif et fabriqué de façon responsable. On a dans notre raison d'être, on appelle ça le plaisir responsable et partagé. Responsable parce qu'on doit le fabriquer dans des conditions responsables, on y reviendra probablement, et partagé parce que ça doit bénéficier à tous, les parties prenantes évidemment et les collaborateurs. Alors, le projet d'entreprise, et puis vous attachez aussi beaucoup d'importance aux valeurs de l'entreprise. Lesquelles sont-elles chez JJA ?
Alors chez JJA, on a 4 valeurs. On a ça va venir. L'éthique? Non, l'éthique, c'est la dernière. Ah. On termine par l'éthique. Voilà, l'audace, la passion, la performance et l'éthique. Alors pourquoi ces 4-là? D'abord, sont quand même les valeurs, ce sont les gardiens du temple. C'est-à-dire que si déjà on n'est pas aligné sur les valeurs, elles peuvent paraître triviales, elles peuvent paraître tout à fait communes, elles ne le sont pas complètement et surtout, elles ne s'expriment qu'au travers de l'interprétation qu'on veut bien leur donner et qui d'ailleurs évolue d'année en année dans l'entreprise parce qu'on les remet sans cesse au goût du jour et on les réinterprète en permanence par rapport aux actualités. L'audace, pour nous, elle est fondamentale et elle pose déjà le débat de l'entreprise. Quelqu'un qui a envie d'être plutôt dans le secteur de l'administration ne va pas rejoindre une entreprise comme JJA. Et les deux sont OK, ce sont juste des projets de vie qui doivent s'exprimer de manière claire. Nous, on prend le parti, je ne sais pas si vous connaissez le livre qui parle de la stratégie de l'océan bleu, que j'aime beaucoup, qui est une manière d'émerger lorsque les marchés sont très matures. Si on veut éviter de naviguer dans l'océan rouge, qui est uniquement de la bagarre sur les prix, eh bien, on essaye d'aller un peu à l'envers du marché, on essaie de prendre le marché à contre-pied pour émerger vers l'océan bleu. Si on veut favoriser ce type de posture, on est obligé de mettre l'audace au premier plan. C'est pour ça d'ailleurs qu'à côté, on met la passion, parce que d'une certaine manière, on doit partager la passion. J'ai eu la remarque d'un collaborateur il n'y a pas longtemps qui me disait « mais finalement, est-ce qu'on peut être passionné quand on enregistre des factures ?» Et je pense qu'on peut l'être qu'à partir du moment où justement l'ambition, elle a été correctement comprise et que chacun perçoit à la perfection quel va être son rôle et son apport dans la chaîne de valeur globale. Ça passe aussi évidemment par le partage de cette valeur qui, je peux en parler ici, mais qui pour nous est assez fondamentale, c'est-à-dire que on considère que le mode de rémunération, bien sûr les salariés ne doivent pas venir uniquement pour la rémunération d'un poste, mais à la fin, on commence d'abord à travailler parce qu'on doit gagner de l'argent. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, la manière dont on peut améliorer le vivre ensemble passe aussi par la clarté du débat sur la rémunération, qui passe à la fois par un salaire qui assure le train de vie quotidien, qui passe bien sûr par une prime individuelle qui doit venir sacraliser une performance. Et ça, c'est capital de savoir qu'il peut y avoir une forme de bonus. Il y a ensuite tous les mécanismes d'intéressement et de participation qui sont eux aussi très importants parce qu'ils mettent en avant le pouvoir du collectif et la manière dont ça vient ensuite s'inscrire. Et enfin, et pardon, voilà, on finit sur les valeurs. On finit sur les valeurs, mais c'est un point auquel je tiens beaucoup. C'est pour moi l'actionnariat salarié. C'est un thème qui a d'ailleurs été pas mal porté par les politiques, qui jusque-là n'a pas été complètement mécanisé dans toutes les entreprises et qui, à mon sens, est un ciment fondamental parce qu'il faut que de l'expérience vécue en entreprise sorte aussi une forme de patrimoine. Voilà, des engagements RSE aussi. Les engagements RSE, aujourd'hui, ils sont indispensables. Il y a bien sûr la manière dont on fabrique nos produits. Donc ça, c'est toute la partie empreinte carbone. On a monté, nous, un score interne qui s'appelle The Good Living Score, qui nous permet de mesurer toute l'empreinte carbone du début à la fin d'un produit jusqu'à sa recyclabilité. On a ensuite, évidemment, l'engagement social qu'on prend en tant qu'entrepreneur et la manière dont, justement, on accueille nos collaborateurs, la manière dont on partage la valeur avec eux. Et enfin, on a les projets associatifs dans lesquels on s'inscrit, plutôt projets de développement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus avec François, voilà, et qui nous portent aussi. Est-ce que le Covid a changé la donne dans l'entreprise et dans son organisation ? Ça a été un accélérateur de tendance, oui. D'abord, on a appris à travailler en télétravail de façon extrêmement rapide. Je pense que on ne l'anticipait pas du tout de cette manière-là. Mais on n'a jamais voulu tomber, nous, dans le piège du 4 jours ou 5 jours qui était réclamé à un moment donné par certains collaborateurs. Donc je pense que ça a été un accélérateur de tendance, prise de conscience des collaborateurs sur le besoin de cet équilibre vie pro, vie perso. Et je pense là aussi que le rôle de l'entreprise, c'est d'accompagner ces ambitions et ces émergences de tendance, tout en gardant quand même au centre la mission de l'entreprise, qui est quand même une mission de performance et qui donc doit avoir, en fonction des entreprises, un tempo qui lui correspond pour atteindre cette performance. Et est-ce que vous vous sentez en phase avec ce qu'a exposé Isor de Zélicourt sur les attentes de la jeune génération ?
Complètement, on voit bien la manière dont ça émerge. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver le bon tempo entre les aspirations légitimes d'une jeunesse et la manière dont on veut que le projet de l'entreprise s'y adapte. On ne peut pas tout faire, ça c'est certain, parce que sinon on met l'entreprise potentiellement en péril face à des concurrents qui peuvent être différents. Donc on doit intégrer ces desiderata tout en maintenant le cap de l'entreprise. Merci beaucoup. Je passe à vous, Géry Nock. Vous êtes passé par de grands groupes avant de participer à l'aventure entrepreneuriale d'Oasis. Vous avez été en poste à l'étranger, patron de pays, de région, avant se tournant à 180 degrés vers le conseil. Se vivre ensemble en entreprise, est-ce qu'il est le même en France et dans les autres pays que vous connaissez, ou est-ce qu'il y a des spécificités hexagonales ? Alors, bon, c'est une question un petit peu générale à laquelle il n'est pas très facile de répondre parce que, au fond, le vivre ensemble, c'est à la croisée de trois grandes dynamiques. D'une part, l'environnement sociétal et culturel pour un pays. Ensuite, l'entreprise et son mode de fonctionnement, ses pratiques. Et puis les hommes et les femmes qui travaillent pour cette entreprise, qui sont à des stades de développement différents et qui vont avoir à travailler ensemble. Donc j'ai envie de répondre que ce n'est pas une réponse par pays qu'on peut faire, c'est plutôt une réponse par entreprise, par cadre de fonctionnement. Alors je pense que les grandes multinationales, dans les années 80 et 90, avaient fait un travail très important d'uniformisation des pratiques de vivre ensemble, parce qu'elles instauraient des règles des États-Unis à l'Asie. Je pense que les GAFAM ont prolongé cette dynamique. Quand on est chez Google ou Amazon, on a vraiment une culture d'entreprise très forte qui sera répercutée partout. Et je pense que les startups et les nouvelles entreprises sont presque de façon native, sont des entreprises mondialisées et qui a plus cette problématique de pays. Donc, je pense vraiment que la logique maintenant, elle est naturellement internationale et qu'on ne peut plus parler de tendance française ou de tendance anglaise ou de tendance américaine. Je pense que le Covid en a rajouté une couche parce que tout d'un coup, cette problématique de Covid, tout le monde l'a eu. Et donc, les gens dans les entreprises ont été confrontés aux mêmes difficultés. Et puis toutes les évolutions récentes en matière de technologie, l'évolution du digital, les transformations auxquelles sont appelées les entreprises vont les forcer à finalement à des comportements qui vont être relativement homogènes à travers le monde. Alors vous qui avez l'expérience de grands groupes, et puis qu'aujourd'hui êtes dans l'équipe dirigeante d'une entreprise indépendante, est-ce que le vivre ensemble est le même dans une TPE, dans une PME, une ETI ou un grand groupe? Alors, j'ai envie de répondre un peu de la même façon. Le niveau, c'est pas les catégories d'entreprise, c'est le vivre ensemble que chaque entreprise va inventer, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit très grande, qu'elle soit internationale ou pas. Si je prends l'exemple d'Oasis, nous avons eu deux enjeux de vivre ensemble très importants. D'une part, de définir notre vision, construire l'utopie dont on parlait tout à l'heure dans un exposé, qui nous permettait d'avancer. Donc ça rejoint la vision, ça rejoint les valeurs, ça rejoint le projet d'entreprise. Et ça, c'est absolument fondamental. Et la deuxième chose, ça a été notre capacité à absorber nos acquisitions. Parce que le groupe Oasis s'est beaucoup développé par croissance externe. Donc nous avons intégré des entreprises très différentes, avec des cultures différentes, et il a fallu vraiment travailler sur l'intégration de ces cultures. Alors on l'a fait nous-mêmes, justement par cette vision, mais aussi en utilisant nos ressources. Et une de nos activités, qui est très centrée sur la mobilisation des équipes, nous a beaucoup aidé à ça, parce qu'il a créé une dynamique en interne qui a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a toujours des progrès à faire, mais nos activités sont pas mal intégrées et qu'on fait beaucoup de choses en commun. On va voir nos clients en commun, on a un CRM commun, on n'a pas d'enjeu de propriété ou de territoire, et on a désiloté ce qui aurait pu être une entreprise très compartimentée.
Alors, on parle beaucoup des transitions écologiques, transition numérique. Vous accompagnez aussi les transitions RH, j'ai envie de dire. Le changement, comment sont vécues ces transitions par les hommes et les femmes de l'entreprise, et puis déjà par les dirigeants? Écoutez, je crois que ces transitions, elles ne sont d'ailleurs pas toujours faciles à vivre aujourd'hui, surtout pour les tranches d'âge qui sont, je dirais, dans la cinquantaine, soixantaine, parce qu'on est passé d'un monde qui était assez stable, avec des perspectives, des normes de croissance qui étaient assez codifiées, à un monde totalement imprévisible, c'est le fameux VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, où les fonctionnements sont différents et où les transformations sont nécessaires. Donc beaucoup de gens sont déstabilisés, et c'est vrai que dans les accompagnements que nous faisons dans notre entreprise, comme coach ou dans le domaine de ce qu'on appelle l'outplacement, on a été confronté à beaucoup de gens qui ont été déstabilisés. Mais je remarque aussi que de plus en plus les gens maintenant sont capables d'évoluer, sont capables de s'adapter, sont capables de créer une entreprise. Les mentalités changent beaucoup, et là-dessus j'ai envie de faire un commentaire optimiste en disant qu'on est sur la bonne direction. Alors quant aux générations Z ou qui sont, je dirais, nativement dans des environnements nouveaux, je pense qu'il y a moins de problèmes. Il y en aura peut-être dans quelques années quand l'intelligence artificielle aura redéfini complètement les règles du jeu. On n'en est pas encore tout à fait là. Alors justement, la quête de sens au travail, les attentes des nouvelles générations, la nécessité de s'adapter en permanence à une entreprise évolutive, qui était évoquée par Isidore de Zélicourt, ce sont des idées que vous partagez à la lumière de votre expérience et de vos convictions? Totalement. Je suis complètement aligné sur ce qui est dit. On est dans un modèle. Bien le micro, s'il vous plaît. On est dans un modèle adaptatif permanent. Et c'est effectivement le rôle des entreprises. Alors ce rôle des entreprises, il doit s'exprimer évidemment par la qualité du management. Donc en effet, la prise en main de bonnes règles de management est absolument fondamentale. Des règles de communication. L'information, le sens qui est donné sur l'entreprise, évidemment les valeurs et le projet qui est fédérateur et nécessaire. Et je pense aussi aujourd'hui la formation. Je pense que les entreprises ont un devoir de formation. Si je prends l'exemple modeste d'Oasis, tous nos consultants ont été formés aux basiques de l'intelligence artificielle. On ne peut pas aujourd'hui ne pas commencer à être à l'aise avec l'intelligence artificielle. C'est un élément fédérateur de vivre ensemble. Donc ça peut être ça peut être les bonnes pratiques de management, ça peut être la capacité à mieux communiquer, travailler sur son intelligence émotionnelle, des sujets qui sont absolument fondamentaux dans la vie de l'entreprise. Très bien, merci. Isidore de Zélicourt, votre réaction par rapport à... J'ai fait réagir Jacques-Olivier Abitboul et Géry Nock par rapport à vous, mais vous, par rapport à eux, qu'est-ce que... Non, moi aussi, je suis parfaitement alignée, et je pense que sur le lieu du travail, c'est quand même important. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu marche arrière sur le télétravail. En fait, c'est pas si bien que ça, et on voit que la productivité, parfois, on prend un coup. Et donc, nous aussi, on fait un effort sur notre lieu de travail qui, en fait, n'est pas tout le temps plein. On a un arbitrage permanent à faire entre avoir un grand bureau à moitié vide ou avoir un petit bureau qui est trop plein. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour loger tout le monde et mettre nos bureaux à disposition de plein d'associations, plein d'entreprises, et de faire de notre lieu de travail un lieu de vivre ensemble, peut-être au-delà de l'entreprise, mais qui permet de rassembler l'écosystème d'entreprises qui partagent nos valeurs et notre vision du sens du travail. Donc le lieu est effectivement très important pour nous, pour l'écosystème en tout cas. On parle beaucoup de la société française de plus en plus fracturée dans tous les domaines. Est-ce que les entreprises ne sont pas elles aussi fracturées, bousculées dans leur organisation, dans leur mode de fonctionnement? Moi, j'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'entreprise, au contraire, reste un socle fondamental de la société aujourd'hui. C'est probablement le plus stable.
parce que je pense justement que les choses sont assez claires dans la plupart des entreprises. Elles ont beaucoup évolué. Elles sont capables aujourd'hui justement de structurer des visions, des ambitions, d'embarquer des équipes et donc à une beaucoup plus petite échelle que la société française. Et donc ça permet de se rassembler autour de valeurs communes. Il me semble que l'entreprise est beaucoup plus solide que la société. Thierry Nock. Bon, je partage complètement l'avis qui vient d'être exprimé. L'entreprise, elle traverse la société. On n'est pas sur une catégorie particulière. Et donc, elle est la représentation d'un modèle transverse. Et je pense que c'est vraiment un lieu qui est capable de maintenir le cap et de garder ce vivre ensemble vivant et en s'adaptant de façon permanente. Alors, François mentionnait tout à l'heure nos années Monsanto. C'est extraordinaire de voir comment ce groupe, qui était un acteur important de la chimie traditionnelle, en quelques mois ou en quelques années, est devenu une société tech où tout le monde travaillait en transverse, avec des modèles de management complètement explosés. Et ça s'est fait il y a 20 ans. Et donc, c'est un exemple pour moi de ce qui peut être fait demain en termes d'adaptabilité des entreprises. Et je voudrais vraiment, enfin pour moi, je voudrais garder un message très optimiste là-dessus. J'ai quand même quelques inquiétudes parce que quand je vois ce qui s'est passé avec Elon Musk et Twitter, où des positions très radicales ont été prises sur les organisations, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant aussi de ne pas laisser faire n'importe quoi et de maintenir des équilibres qui soient à la fois humanistes et qui nous permettent d'avancer. Là, je trouve qu'on entrait dans un territoire où on est entré dans un territoire qui me semblait un petit peu dangereux. Oui, moi j'avais envie aussi de vous demander, est-ce que les séminaires, les congrès d'entreprise, les opérations de team building, c'est pas parfois un peu l'arbre qui cache la forêt? Si, en fait, moi, pour en avoir organisé beaucoup, ça fait partie de mon quotidien. Je me rends compte que ce que les gens aiment, c'est pas aller faire du cheval dans la forêt, c'est pas faire passer 3 jours dans un hôtel à faire la fête, c'est vraiment se parler, se rencontrer. Et en fait, on n'a pas besoin de mettre en place des événements d'une si grande ampleur pour que les gens se parlent. Ce qui compte, c'est des moments réguliers, des moments qui sont dédiés à l'échange. Mais un team building, aussi qualitatif soit-il, ne résoudra jamais les problèmes un peu fondamentaux ou les questionnements un peu profonds des salariés qui passent vraiment par l'échange et par la prise de température régulière de l'entreprise. Vous vouliez intervenir, non? Non, pas du tout. Je confirme, mais je pense que les séminaires ont aussi leur valeur, hein, les team building, mais probablement à certains moments clés dans l'entreprise, quand il y a des évolutions, des modifications, des ouvertures, des ajustements de culture au moment d'une acquisition. Là, je pense qu'il y a une vraie valeur à utiliser ces outils, mais fondamentalement, c'est le quotidien qui est la clé, donc ça rejoint le lieu de travail, ça rejoint l'ambition, ça rejoint les pratiques managériales et ça rejoint le sens hein, et la capacité à donner du sens à ce qui est fait. Jacques-Olivier Abitboul, et puis on donnera la parole à François Morinière. Si je peux me permettre, je pense que évidemment le team building ou l'événement ne peut pas remplacer les fondamentaux. Il faut d'abord les fondamentaux, mais ça peut permettre de le magnifier. Et personnellement, nous, l'expérience chez JJA, c'est une entreprise où on fait la fête à des moments clés. On a des collaborateurs qui adorent faire la fête et on les voit y prendre vraiment du plaisir. Alors, ce n'est pas du team building, puisque la plupart du temps, ce n'est pas forcément autour de séminaires, hein, c'est vraiment autour d'un moment de pause. Une fois par an, on fait des grands voyages aussi tous les 4-5 ans. Et ce sont des moments qui sont libres en termes de participation, mais qui amènent quand même beaucoup au retour. Il y a une émulation qui est quand même très intéressante. François Morinière. Je n'ai pas de son. Ah, si, ça y est. Moi, j'avais une question pour vous trois, parce que je vous entends, je vais être un peu provoquant sur le sens, l'environnement, voilà, s'occuper des collaborateurs, le projet, etc. Et donc, on est aussi interpellés, nous, dans la construction de l'événement ici, par des gens qui ne vivent pas ça. Par des gens qui sont dans des situations de fragilité, qui vivent des burn-out.
visiblement les statistiques explosent. Alors comment ça se fait que d'un côté, on prend en compte tout ça pour améliorer le vivre ensemble, et de l'autre côté, je dirais, sur notre propre paillasson devant chez nous, on ne balaye pas, et pourquoi il y a ces fractures. Et donc, voilà, pardon, mais c'est aussi une question qui nous remonte à nous, parce que, voilà, à Valpré, les gens qui sont à Valpré, les gens qui sont un peu en construction personnelle, qui ont été un peu fracturés par les entreprises, et il y en a plus qu'on pense, et qu'est-ce qu'il faut leur dire, et comment on prend en compte tout ça, si vous avez des idées, hein, bien sûr. J'allais y venir, mais voilà. Pardon, Jean-Pierre. Non, mais ils organisaient les cours. Je ne sais pas si j'ai une expérience peut-être assez longue pour vous répondre. En tout cas, nous, on le voit peut-être dans toutes les associations qu'on soutient ou toutes les entreprises à impact qu'on soutient, et on voit beaucoup de dirigeants qui se donnent corps et âme pour un projet qu'ils portent personnellement. Et ça revient un peu à ce que je disais au début, le sens, la mission de l'entreprise ne suffit pas. Il y a presque plus de burn-out, je pense, dans le monde associatif et dans le monde de l'impact que dans les grandes entreprises, parce que justement, trouver le sens, c'est vraiment très difficile. Et ça revient, peut-être en tout cas, moi, dans ma manière de gérer les équipes au quotidien, à réfléchir à vraiment quel est pardon pour l'anglicisme, mais quel est le driver de chacun. Il y a des gens pour qui le driver, c'est l'argent. Et ben, c'est très bien. J'ai besoin de le savoir pour être sûr que cette personne va trouver son sens au quotidien. Et c'est ce que vous disiez sur les bonus, tous les mécanismes de récompense de la performance, c'est important. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout important. Il y a des gens qui vont me dire, moi, ce qui est important, c'est que je sois à 80%. Et ben, si c'est comme ça que la personne trouve son sens et arrive à rester engagée au quotidien, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de comprendre au niveau de l'individu, dans l'entreprise, de comprendre ce qui, lui, le motive et va faire qu'il va soit partir parce qu'il en aura assez, mais pas partir de la mauvaise manière. Je partage complètement. Je pense que être clair depuis le départ sur ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle ambitionne, à mon sens, c'est la clé absolue. Ça ne veut pas dire que tout le monde y adhérera, mais ça veut dire au moins que le message qui est envoyé, lui, il est clair. Et puis ensuite, je pense qu'il faut accompagner, voilà, il faut que le filtre RH à l'entrée soit performant. Il faut dire tout ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Je dis souvent à ceux qui recrutent chez nous, voilà, n'embellissez pas l'entreprise juste pour l'embellir, ça ne sert à rien. L'important, c'est de dire exactement ce qu'on est. Chez Gigia, on bosse beaucoup, c'est culturel, et c'est OK que quelqu'un ne veuille pas s'y inscrire. Mais celui qui rentre doit savoir qu'on va bosser beaucoup. Mais on bosse beaucoup par passion, parce que c'est le projet de l'entreprise. Donc je pense que cet élément de clarté, il permet d'annihiler certains problèmes. Après, les problèmes arrivent, on en a tous. Il y a beaucoup de mélanges aussi qui sont faits. Les burn-out dont on parle, lorsqu'on creuse, on s'aperçoit quand même la plupart du temps qu'ils viennent aussi beaucoup de déclencheurs personnels. Des situations familiales qui sont aujourd'hui beaucoup plus éclatées qu'elles ne l'étaient, beaucoup plus de divorces, des enfants à charge avec évidemment des difficultés à gérer tout ça. Et tout ça, le trafic, les médias, parce qu'on vit dans un monde qui fait peur, c'est une réalité. Et tout ça influe énormément sur la psychologie de chacun et rend du coup l'entreprise parfois le seul responsable, alors qu'elle ne l'est pas réellement, de situations qui peuvent déborder. Donc là, je pense qu'il faut être prêt en termes d'intervention, d'accompagnement des salariés pour leur laisser la possibilité de s'exprimer. Voilà, Géric Nock, entre ce tableau idyllique effectivement qu'on a évoqué, puis ces situations de burn-out qui... Beaucoup a été dit, mais pour aller un peu dans le sens, je pense qu'en effet, on aura toujours des sujets et des questions, parce qu'on ne peut pas tous les régler dans l'entreprise. Cela dit, une attention permanente au modèle d'organisation, à la définition des rôles, aux organisations matricielles qui sont très polluantes, en tout cas dans les grands groupes, hein, qui peuvent créer des perturbations dans les modes de fonctionnement, la nécessité de feedback, la nécessité de pouvoir dialoguer, former les collaborateurs sur les sujets de communication, mieux gérer les conflits. Là, on entre vraiment dans une politique de management et de communication qui n'est pas toujours optimale et sur lequel on peut faire beaucoup de progrès. Et puis, utiliser des ressources particulières pour adresser des questions qui peuvent être celles de la souffrance au travail ou de la qualité de vie au travail.
Et finalement, est-ce que l'individualisme ne prend pas le pas sur le travail en équipe, les projets collectifs, Isolde Zelicourt? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que sur le long terme, les gens sont quand même toujours contents de travailler ensemble. On sait qu'à 2 ou à 3, on est quand même plus intelligent que tout seul et qu'on n'y arrive jamais. Donc, malgré la distance, le télétravail, les horaires un peu asynchrones, les gens continuent à travailler ensemble et je pense continueront à travailler ensemble. Oui, si les outils sont bien mis en place et que l'ambition est clairement explicitée, tout le monde a quand même plaisir à participer à un même projet. J'en ai aussi le sentiment. Pas de montée de l'individualisme par rapport au Non, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, d'autre choix que de travailler en mode projet aujourd'hui. La complexité des entreprises, l'ambiguïté, donc ce fameux VUCA qui nous domine, et l'ampleur des projets fait qu'on est obligé de travailler en mode projet et que donc on sera en mode collaboratif et l'individuel ne prendra pas le pas, à mon avis, sur le collaboratif. C'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Très bien. Un mot de conclusion chacun sur comment organiser le vivre ensemble en entreprise. Si vous deviez le résumer en une phrase, vous diriez quoi? Moi, je dis valeur, management, communication, sens. Jacques-Olivier Abitboul. Oui, valeurs totalement alignées et voilà, projet. Le moteur, et d'ailleurs dans les 2 dernières années, je ne vais pas aller trop loin, dans les 2 dernières années, il y a eu tellement de perturbations économiques dans les systèmes que c'est aussi ce qui a tendu la société. À la fin, quand l'entreprise réussit, on aligne tout le monde beaucoup plus facilement. Isolde Zelicourt. Non, je rajouterais la flexibilité à tout ça. Je rajouterais la flexibilité et rester vraiment à l'écoute de ceux qu'on veut dans l'entreprise. Merci beaucoup à vous 3 de nous avoir éclairé sur la façon dont on peut organiser le vivre ensemble en entreprise. François. Merci à vous 3, c'était passionnant. Merci de votre présence et de votre éclairage, très différent. Donc c'est ça qui fait la richesse de nos échanges. À très bientôt.